Télétravail, quel mode d'organisation aujourd'hui? La première chose qui est très importante pour analyser le confinement et le télétravail qui y a eu lieu pendant le confinement, c'est de se remémorer, ce qu'on ne fait pas beaucoup aujourd'hui, c'est l'état des connaissances et de la pensée tel qu'on était à ce moment-là. Parce que nous sommes passés en quelques jours d'une hypothèse à une réalité. Et donc c'est très important de comprendre que le télétravail du premier confinement a été soudain, global et subi. Et c'est d'ailleurs les conditions de sa mise en œuvre ont été complètement conditionnées par ces trois éléments. Il n'y avait pas lieu de le contester puisqu'il était obligatoire. Il n'y avait pas de préparation possible parce qu'il était soudain. Et on n'avait pas d'autre choix que de s'y adapter parce qu'il était complètement subi. Donc, bien sûr, au début, il y a eu des grosses difficultés de bande passante, de logiciels de communication non opérationnels, mais il n'y a aucun doute que l'adaptation et l'adaptabilité des équipes RH, des équipes IT a été assez remarquable dans la majorité des entreprises et qu'à marche forcée, c'est vrai, mais le télétravail s'est mis en place. Le télétravail tant attendu par les salariés. Rêve exaucé ou désillusion? Ce qui est intéressant, c'est de regarder après, au sortir du confinement, à la question de savoir si les télétravailleurs avaient considéré avoir travaillé dans des bonnes conditions, ils étaient 65% à répondre par l'affirmative. La réponse n'était pas oui, j'ai bénéficié de bonnes conditions de travail et elles pourraient perdurer. C'était dans la situation actuelle, globalement, je pense que j'ai pas trop à me plaindre. Euh, pour l'anecdote, il y avait 70% des salariés qui bénéficiaient pas de bureau et 14% ont déclaré avoir travaillé dans leur chambre, 26% dans le salon et 20% dans la cuisine. Donc, est-ce que c'est pas nécessairement des conditions de travail qu'ils auraient qualifiées de bonnes dans d'autres circonstances? Même s'ils étaient relativement contents de cette sortie à peu près correctement de cette situation, d'abord, il ne faut pas oublier les 30% de cadres qui n'ont pas pu télétravailler, les 75% de non-cadres qui n'ont pas pu télétravailler. Le raisonnement sur le télétravail a été un peu plus complexe. Il y a évidemment des métiers qui sont télétravaillables ou compatibles avec le travail à distance et d'autres pas. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui est relativement factuel. Les contraintes factuelles, c'est mon logement n'est pas adapté, je dois gérer en même temps la présence de mes enfants. Il y a des contraintes sociales. Peut-être qu'un certain nombre de personnes n'avaient pas fait le choix d'une cohabitation continue avec leur conjoint ou leur conjointe ou avec leur colocataire. Quand on constate le regard des femmes en général au sortir du premier confinement, il n'y a pas de doute que cette contrainte sociale était majeure. Mais il y a aussi des contraintes émotionnelles, c'est-à-dire comment moi je vis la solitude, comment je vis le besoin d'échanger avec les autres. Et puis, il y a des résistances qui relèvent purement de la psychologie individuelle. Comment je m'accomplis? Est-ce que je m'accomplis dans un travail solitaire ou est-ce que je m'accomplis dans l'échange et le travail avec les autres? Et tous ces éléments-là sont des choses qui sont extrêmement complexes à analyser, y compris pour un salarié lui-même, puisque un certain nombre de choses ne sont pas nécessairement avouables aussi facilement que ça. Quel sera le modèle du télétravail de demain? Pour une réflexion sur l'avenir, il y a au moins deux pièges dans lesquels il ne faudrait surtout pas tomber. Le premier, qu'on entend quelquefois, c'est ce que j'appellerais la glorification de la machine à café et le temps béni d'avant où, près de la machine à café, on avait des vrais échanges et des vraies conversations. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi, avant crise, toute une littérature sur la souffrance au travail, sur la difficulté sur l'absence de collaboration, sur la solitude des travailleurs. Euh, le second piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est d'imaginer que ces expériences de télétravail, puisqu'on en est à deux tests grandeur nature, pourraient aussi facilement que ça prédestiner l'organisation du travail de demain. Encore une fois, si on fait ça, c'est qu'on a oublié que ces deux situations étaient des situations contraintes et subites. Et d'ailleurs, il suffit de voir aujourd'hui le second confinement est moins soudain et on s'y attendait. Il est légèrement moins global et il y a beaucoup plus de voix parmi certains employeurs et parmi certains salariés
pour s'opposer, critiquer le télétravail, beaucoup plus qu'il n'y en a eu lors du premier confinement. Néanmoins, il est indéniable qu'il y a des tabous qui sont tombés, que ce qu'on pensait être impossible est devenu possible. Mais la pire des solutions, de mon point de vue, ça serait probablement de dire ceux qui peuvent le feront, 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, on va s'adapter comme ça, et on ne va pas trop réfléchir aux conséquences et à la vraie transformation de l'organisation du travail, mais on va s'adapter. Parce que si on fait ça, on ne va pas réfléchir aux conséquences de la cohabitation et de la collaboration entre des gens télétravaillants et d'autres qui ne le sont pas. Et puis ensuite, il va y avoir quelques retours de bâton de directions financières qui vont dire dans quelques mois, vous êtes gentil, mais je pense que financer des bureaux vides nous coûte un petit peu cher. Donc vous allez devoir passer en flex office, ce qui va être un pas de plus vers la déshumanisation des lieux de travail. Donc la pire des choses, ça serait probablement de dire allez, on va essayer de s'adapter, ceux qui peuvent le faire le feront. En fait, notre conviction, c'est que c'est une formidable opportunité pour réfléchir sur le travail collectif. Imaginer qu'il suffit d'être ensemble pour être collectif, c'est une erreur. Et on ne va pas glorifier le temps d'avant où, parce qu'on était ensemble, on était très collaboratifs. Nous serons collectifs parce que nous déciderons de l'être et que nous réfléchirons à la manière de travailler. Ça va être un changement qui va être relativement long parce qu'il nécessite de la réflexion. Il va nécessiter que l'entreprise comprenne pourquoi elle a des oppositions au télétravail. Est-ce que c'est des oppositions individuelles, comme on a pu les voir tout à l'heure, ou est-ce que c'est des oppositions de la culture de travail de l'entreprise assez fondamentale ? Il va falloir essayer d'apporter des solutions à un certain nombre de contraintes. Il va falloir apporter des accompagnements. Il n'y a pas de doute que le management doit être accompagné dans cette transformation, puisqu'il a un certain nombre de repères, de modes de fonctionnement qui ont disparu. Sans caricaturer, une partie de mon pouvoir était liée au fait que j'avais un bureau fermé pendant que mes équipes étaient en open space. Ça n'existe plus. J'avais développé une capacité d'échange avec mes collaborateurs. Je ne peux plus le faire. Je suis donc perdu dans mon... Il n'y a pas de doute qu'il faudra réfléchir au management. Et il faudra avoir une vision relativement longue. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on peut considérer qu'on n'a fait à peu près aucun progrès entre le premier et le deuxième confinement en termes de télétravail, parce que la période était beaucoup trop courte. La réflexion ne se fera pas en 2 mois. La réflexion sera longue, mais ce sera le seul moyen, en fait, de dire effectivement nous avons modifié l'organisation du travail. Pour certains, il n'y a plus de bureaux individuels, il n'y a même plus de place en open space, parce que quand ils vont au bureau, c'est pour un travail collectif. On va